À la une de l'actualité, 4 Burkinabés blessés dans la double explosion qui a secoué la capitale libanaise le mardi dernier. Des blessés mais aussi des dégâts constatés au consulat burkinabé à Beyrouth. C'est le Conseil des ministres de ce mercredi qui apporte l'information. Nouvelle manifestation des agents de prise en charge de la Covid-19. Le personnel soignant réquisitionné réclame le paiement de ses primes des mois de juin et juillet. Ce matin au CHU de Tengandogo, ils sont montés au créneau. Images et commentaires à suivre dans ce journal. Pendant ce temps, le H-Kroun, lui, part en croisade contre le climat d'absence de dialogue entre gouvernement et partenaires sociaux. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale est à la Bourse du travail ce matin. Avec l'unité d'action syndicale, il a été question de stabilité en vue d'un développement durable du Burkina Faso. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à toutes et à tous. Parmi les 4000 blessés des explosions au Liban le mardi dernier, on dénombre 4 Burkinabés. Le consulat du Burkina Faso à Beyrouth n'a pas été épargné. Ses locaux ont été endommagés selon le porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi. Écoutons donc Rémi Fulgence d'Anjounou. C'est un bilan provisoire parce qu'il y a peut-être encore quelques personnes sous les décombres. Il faut finaliser avec les autorités libanaises et les services de santé et de secours là-bas. Mais sur les 4, c'est déjà un qui a regagné sa maison. Donc ce ne sont pas des blessures qui nécessitent un rapatriement, une évacuation. Donc soyez-en rassurés. Et donc il y a déjà un qui a regagné son domicile. Les autres sont prises en charge à ce niveau-là, puisque ce ne sont pas des blessures qui peuvent mettre en cause leur pronostic vital. C'est des blessures relativement légères et qui peuvent être prises en compte, même dans ce cadre de la situation un peu difficile qu'on a dans cette ville du Liban. Le gouvernement qui a directement été interpellé ce matin, un mouvement de grogne au centre hospitalier universitaire de Tengandogo. Les agents de santé réquisitionnés dans le cadre de la riposte contre la Covid-19 réclament le paiement de leurs primes. Après une première manifestation en juin dernier pour exiger le paiement des droits des mois d'avril et de mai, toutes choses qu'ils ont obtenues, les travailleurs reviennent à la charge à ceux-ci où, cette fois-ci, ce sont les impayés des mois de juin et juillet qui ont mobilisé le personnel. Camille Baki, Alain Yameogo et Archimède Boy. Il y a urgence au centre hospitalier universitaire de Tengandogo. Urgence pour sauver non le patient, mais le service. En mouvement d'humeur ce matin, les travailleurs ont déserté les bureaux pour dénoncer des arriérés de paiement de leurs primes dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Primes de réquisition du mois de juin et de juillet qui tardent à venir en dépit des multiples interpellations. L'autorité sanitaire jusque-là serait restée muette. Et depuis le 13 juillet que la réquisition est levée, je pense que le ministre a instruit le ministre des Finances et puis de la Santé de prendre les mesures qui suivent pour que les gens puissent rentrer en possession de leurs dû. Mais depuis longtemps, ça veut dire que depuis le 13 juillet, ça veut dire qu'on n'a pas eu pour le mois de juin, plus 2 jours du mois de mai, avec les 13 jours du mois de juillet, c'est silence radio. Une situation qui s'apparente à une surprise pour la direction qui dit n'avoir pas été informée d'un quelconque mouvement. Je peux dire que je viens d'être informé de ce mouvement il y a à peine 30 minutes. Là, il n'y a pas eu de préavis et il n'y a rien eu. Donc, je ne peux pas vous en dire plus, malheureusement. Pour le directeur général du CHU Tengandogo, la question de la paix des agents réquisitionnés pour les patients de la Covid-19 ne relève pas de ses compétences. Pour lui, ce retard de paiement serait dû aux procédures administratives. Néanmoins, il s'engage à rencontrer les agents réquisitionnés pour en discuter. En rappel, ce mouvement d'humeur est le deuxième du genre au CHU Tengandogo après celui de fin mai dernier pour les mêmes raisons de retard de paiement des agents réquisitionnés dans la riposte contre la Covid-19.
La direction générale du CHU de Tengandogo, incompétente face à la situation des agents réquisitionnés dans la prise en charge de la COVID-19, vous l'avez entendu. Il est donc clair que la responsabilité de l'exécutif est engagée. Sur la question, écoutons le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Danginou. Il y a eu effectivement quelques difficultés, je crois, et notamment sur l'arrêté qui devait permettre le paiement. Et je pense que depuis le début de semaine, le Premier ministre a donné des instructions pour que ces questions-là soient définitivement réglées. Il a rappelé ce matin au Conseil des ministres en demandant justement aux acteurs de prendre rapidement les dispositions. Je crois que c'est un peu parfois des difficultés inhérentes au texte qui peuvent bloquer, mais je crois que la qualité du travail fait par le corps médical nécessite justement que nous accentuons et nous accélérons ces éléments de désintéressement et de prise en charge. Mouvement d'humeur, grève, marche, autant de situations qui ne favorisent pas l'avènement d'une véritable paix sociale. Le HCROUN en est conscient. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale poursuit ses consultations pour tenter de ramener les fils et les filles du pays sur la table du dialogue. Léandre Bassolé et ses collaborateurs étaient ce matin à la Bourse du Travail où ils ont rencontré l'unité d'action syndicale. Solange Kaboré, Arsène Konditamde. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale à la rencontre de l'unité d'action syndicale. Ce 6 août, il est question d'échanger autour de la réconciliation nationale. L'institution de Léandre Bassolé veut recueillir les avis de ce regroupement de syndicats afin de parvenir à la vérité, la justice et la réconciliation. Nous sommes venus nous entretenir avec eux de notre mission, du point où cette mission était rendue, échanger avec eux aussi sur les projections que nous faisons à cette étape donnée en ce qui concerne l'étape finale qui va être en fait de proposer des solutions qui puissent nous conduire à une véritable réconciliation des cœurs et des esprits. La démarche du HCROUN est appréciée par les syndicats. Le président Paul Kaboré et ses camarades formulent des recommandations pour parvenir au triptyque vérité, justice et réconciliation. Et il ne suffit pas de réconcilier. Il suffit, quand on réconcilie, qu'on ne recommence plus à ce que tu as fait le passé. Il faut regretter le passé, il faut effacer tout pour ne plus recommencer. Si tu détournes un franc, on te condamne. Demain encore, tu viens, tu fais la même chose, 2 francs. Je pense que ce n'est pas normal. Et c'est ça que nous voulons. Et nous disons que s'il n'y a pas la justice, on ne peut pas réconcilier les gens. Ce tête-à-tête entre les deux organisations fait suite à une série de rencontres initiées par le HCROUN avec les forces vives de la nation. Il avait dans la même veine déjà rencontré la CODER et les médias burkinabés. Favoriser la paix et la stabilité sociale en vue de stimuler l'économie, c'est aussi l'objectif poursuivi par le Citoyen du Renouveau. L'organisation de la société civile dirigée par Aruna Kaboré a organisé un panel dans ce sens. Qui mieux que le professeur Domba Jean-Marc Palma, président du Haut Conseil du dialogue social pour animer un tel panel. Voyons la quintessence des échanges avec Archimède Boy. Le professeur Jean-Marc Palme, président du Haut Conseil pour le dialogue social, fait ici l'état des lieux du dialogue social au Burkina Faso. Il est l'un des conférenciers à ce panel initié par Citoyens du Renouveau, une organisation de la société civile. Cette organisation veut rendre fécond le dialogue social, fragilisé par la méfiance. Regardez, chaque fois que les discussions se posent, comme je l'ai dit dans mon intervention, il y a le préalable. Le préalable signifie quoi? Moi, je n'ai pas confiance en toi. Donc, si tu n'as pas confiance en moi, comment on peut discuter? Il faut venir quand même, disons, la tête allégée pour qu'on puisse échanger. Même si, au départ, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ça peut être difficile, ça même peut être douloureux. Mais qu'on trouve les moyens de surmonter ces difficultés pour qu'on puisse arriver à une solution qui satisfasse tout le monde. Favoriser la paix et la stabilité sociale en vue de stimuler l'économie, c'est l'ambition de Citoyens du Renouveau. Cet OSC reste convaincu qu'un débat fécond est susceptible de résoudre des questions économiques et sociales importantes du pays.
L'activité de ce matin vise à faire en sorte qu'on ne se dise pas qu'on est rentré dans cette situation et qu'on ne peut pas en sortir. Que finalement l'ensemble des acteurs puissent renouer le fil d'un vrai dialogue apaisé, d'un vrai dialogue qui permet donc d'être fécond. Et c'est exceptionnel ce qui se passe ce matin parce que vous avez autour de la table tous les acteurs qui interviennent dans le dialogue social, qui ont accepté de venir contribuer, dire quelle est leur compréhension, quelle est leur proposition, quelle est leur position, si on veut repartir dans un dialogue social basé sur la confiance et qui permet donc de créer la calmie. Citoyen du renouveau se veut une force de proposition au Burkina Faso et son action s'inscrit dans le triptyque converser, converger, convertir. Voici une autre conférence publique à ne pas rater. Pourquoi l'Afrique est-elle sous-développée? C'est le thème de la conférence inaugurale de la 2e édition de l'Université de la jeunesse de l'Institut Free Africa, prévue du 7 au 16 août prochain à Ouagadougou et du 21 au 30 août à Bobo-Dioulasso. Une conférence qui sera animée par le directeur de l'Institut lui-même, Dr Assablaga Seydou Ouedraogo, est notre invité ce soir. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, docteur, on imagine clairement qu'au-delà de toutes ces questions de recherche au service du développement, l'Institut Free Africa veut engager la responsabilité des jeunes face aux défis du moment, d'où l'idée de cette université de la jeunesse. Oui, absolument. Pour mieux l'expliquer, c'est qu'on connaît beaucoup l'Institut Free Africa par ses activités de recherche, mais on oublie que Free Afrique, ça veut dire formation, recherche et études économiques. La formation est notre premier credo et la formation des leaders du développement, des acteurs stratégiques du développement, que ce soit des hommes d'affaires, que ce soit des gens qui sont au service de l'État, mais aussi des jeunes en particulier. Et c'est pour ça que depuis l'année passée, on fait cette formation qui est dédiée à la jeunesse, parce que pour nous, la question du développement africain, les grands défis du développement africain peuvent se résumer à la question de la qualité des hommes. Et la qualité des hommes, si on veut la changer, c'est par les jeunes qu'on peut commencer pour faire en sorte donc que demain qui arrive très vite, qu'on ait des leaders dans tous les compartiments de la société. L'actualité fait que quand on parle de leadership, tout le monde va politicien tout de suite. Mais il ne s'agit pas vraiment de cela, il s'agit de tous les compartiments de la société. On a besoin de leaders pour faire des télévisions, de leaders pour organiser les journalistes, on a besoin de leaders dans le secteur privé, dans le secteur culturel, dans le monde associatif, dans les universités, dans les villages, dans les hôpitaux. On a besoin de leaders partout. C'est-à-dire on a besoin de gens qui ne regardent pas simplement leur nombril, mais qui se construisent des capacités pour servir leur communauté, pour servir les autres. Une université de la jeunesse, qu'est-ce que c'est que ce concept? Qu'est-ce qu'il renferme? En réalité, on a voulu construire quelque chose de complémentaire aux formations classiques. Moi, je suis enseignant à l'université Ouagadougou. Dans le cadre de ma fonction d'enseignant, il y a des choses qui sont requises, que je dois faire pour les étudiants. Il y a des gens qui enseignent dans les lycées, dans les écoles privées, dans les écoles primaires. Dans tous ces parcours, il y a des choses classiques qui sont dans les formations. Mais il y a des choses dont on a besoin qui ne sont pas forcément à l'école. Comme par exemple, comment savoir ce qu'on est professionnellement, comment découvrir sa vocation. Comme par exemple la question de la connaissance des grands problèmes du pays. C'est pas toujours, il n'y a pas toujours une place qui est faite là. À l'université, absolument. académiquement. Absolument. C'est pour ça qu'on a créé ce concept d'université dédiée aux jeunes qui se pose la question de qu'est-ce qui manque aux jeunes aujourd'hui. On va trouver des personnalités qui ont des réponses à ce qui leur manque pour venir s'entretenir avec eux. Ça résume donc ce thème, leader de demain, deviens ce que tu es. Quel peut être le contenu alors de ce thème? Alors, leader de demain devient ce que tu es. Ce n'est pas une phrase de nous, c'est une phrase d'un grand philosophe qui a été reprise, absolument, qui a été reprise par mon maître, Joseph Kizerbo. Le contenu de la formation, c'est plusieurs choses. La première chose, c'est de permettre aux jeunes de se connaître à travers l'histoire de leur pays et de leur continent. Parce que quand on vous parle aujourd'hui de la Haute-Volta, du Burkina Faso, des grands hommes qui sont passés, vous connaissez mieux parce que vous appartenez à ce pays. Mais quand aussi on parle de l'Afrique, du panafricanisme, des autres parties de l'Afrique, comment ça s'est fait que l'Afrique a été réduite en esclavage, qu'étions-nous il y a 3 siècles en arrière, ça c'est des questions qui permettent aux jeunes de se connaître également. Deuxième module, c'est aussi de parler des grands problèmes contemporains.
la question de l'écologie, la question du terrorisme qui n'est pas une question locale, la question de la géopolitique mondiale aujourd'hui. Regardez aujourd'hui la guerre que la Chine, la guerre froide que la Chine et les États-Unis se mènent aujourd'hui. C'est quelque chose qui nous intéresse puisque nous vivons dans le même monde. Ça fait partie d'un deuxième type de module qu'on va donner. Et troisièmement, c'est la connaissance de sa vocation. Parce que une des choses que moi j'ai remarqué particulièrement en voyageant dans quelques pays, c'est que je considère que nos jeunes Africains ont une faiblesse par rapport aux autres, c'est qu'ils ne se posent pas vite la question de qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie professionnellement et au service des autres. Et donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. On va permettre à ces jeunes-là de se poser ces questions. Ce n'est pas qu'en quelques jours, ils vont avoir les réponses. Mais si le questionnement est installé, ils seront proches. Jeter les bases. Absolument, ils seront proches de la réponse. Et la dernière série de modules, c'est sur, en gros, comment se mettre au service de la communauté et de son pays. Parce que le leadership, contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas le développement personnel dans la vision étriquée de dire je suis beau, je suis rayonnant, je dois écraser tout le monde. Non, ce n'est pas cela. C'est vraiment de se mettre au service de sa communauté. Sa communauté, c'est d'abord sa famille, ses amis, dans le quartier, son pays, son continent, et ainsi de suite. Et le faire de façon sincère. Alors, les activités débutent demain avec une conférence inaugurale que vous animez sur le thème « Pourquoi l'Afrique est-elle sous-développée » Alors, l'idée de cette conférence, c'est vraiment d'organiser un espace de débat sur cette grande question. Je ne pense pas qu'il y ait un Africain qui ne s'est jamais posé cette question. Et la réponse, je vais essayer de l'organiser à partir de mon métier d'économiste, chercheur. En gros, quelles sont les réponses que les chercheurs ont données à la question. Mais surtout, ça va être de dire comment les Africains peuvent empoigner le chantier du développement et s'en sortir. Pas pour les autres, pas pour les beaux yeux des autres, mais pour nous-mêmes. C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer. C'est demain à 17h à la salle de conférence du Centre Cardinal Paul Zungurana. Et il y aura une autre conférence qui va finir l'université la semaine prochaine. Ça va être également vendredi. Ça va être sur 3 grandes figures de notre histoire. Vous allez les découvrir à la conférence de la semaine prochaine également. Une activité donc des jeunes qui doivent sortir massivement. Absolument. Absolument. Merci au docteur Asablaga Seydou Ouedraogo, directeur exécutif de l'Institut Free Africa, venu nous parler de la 2e édition de l'Université de la jeunesse qui débute demain à Ouagadougou. Docteur, vous restez avec nous pour la suite de ce journal qui nous amène au complexe industriel de la Brikina Sodibo, en 60 années d'existence au pays des hommes intègres. Cette société de production de sucreries et de bières à base de maïs local compte près de 1600 salariés et 500 000 employés indirects. Un exploit salué par le ministre de l'Industrie, Harouna Kaboré, est allé réitérer la volonté de l'État à toujours travailler à améliorer le climat des affaires. Justin Amontou. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Harouna Kaboré, dans les locaux du complexe industriel Brikina Sodibo. Ce lundi 3 août, il est accueilli par Francis Ambroise, directeur général de la société Brikina depuis 2019. Selon le chef du département du commerce, cette visite est une occasion pour le gouvernement de réitérer son engagement à accompagner Brikina dans son développement industriel, mais pas que. J'ai voulu aussi constater de visu un certain nombre de réalisations en termes de développement de lignes de production qui ont été entreprises par Brikina avec un accompagnement de l'État à travers le cours des investissements. Et je voulais me rassurer que cet accompagnement-là permet aujourd'hui de produire des effets en termes de développement de la boîte, mais en termes aussi donc, de création d'emplois. Brikina est l'un des champions de l'industrie burkinabé. Cette entreprise de production de sucreries et de bières à base de maïs local dit mettre l'innovation au cœur de sa stratégie pour répondre aux demandes de plus en plus croissantes de sa clientèle. Nous avons la concurrence sur les bières, sur les boissons gazeuses, sur l'eau. Ce que nous faisons, c'est l'innovation. Nous apportons des nouveaux produits au marché. On s'efforce de pouvoir satisfaire les besoins de nos consommateurs. Voilà, on sait que chacun a son goût, chacun pourrait trouver son goût aussi chez nous. Donc on essaie de diversifier nos produits afin de mieux satisfaire notre demande. Brikina compte environ 1660 salariés et 500 000 emplois indirects. Cette année, l'entreprise fêtera ses 60 ans d'existence.
Le Haut Conseil des transporteurs, lui, n'a pas encore l'existence de la Brakina Sodibo, mais il entend graver dans le marbre son engagement à faire du secteur des transports un domaine prospère en assurant un ravitaillement efficace du Burkina Faso. Après l'installation du bureau régional des Hauts-Bassins, Adama Ouedraogo dit Adama Palm Beach et ses collaborateurs ont déposé leurs valises à Banfora dans les cascades. Soto, Justin Dabiri. La participation des organisations de la société civile dans la mise en œuvre de projets, la promotion de la bonne gouvernance et la protection des droits humains est l'objectif visé par l'ONG Oxfam en collaboration avec l'ambassade royale du Danemark à travers cet atelier de formation débuté ce 28 juillet. Nous, à Oxfam et au niveau de l'ambassade royale du Danemark, nous voulons promouvoir l'inclusivité. Et cette inclusivité concerne surtout les vulnérables. Et parmi les vulnérables, vous savez bien qu'il y a les femmes. Et lorsque la société civile décide d'accompagner l'État par rapport à la question de l'amélioration de la gouvernance, il faudrait qu'on intègre la participation de la femme dans ce processus. L'intégration du genre dans la conception, la planification et le suivi-évaluation constituent le noyau de cette formation. Pour les participants, c'est une bonne initiative. En tant que coordinatrice de projet, nous avons vraiment besoin des aptitudes pour maîtriser la question du genre. Et cela va depuis la conception des projets, la planification et le suivi-évaluation. Et cet atelier nous permettra d'avoir assez d'éléments pour pouvoir pour prendre en compte la question du genre dans tout ce que nous faisons. Selon le formateur, les participants doivent maîtriser certains outils afin de renforcer leurs capacités. Les participants doivent, par exemple, maîtriser la toile de l'institutionnalisation genre. Il y a d'autres outils, tels que le profil des activités, etc., que nous allons voir ensemble et les aider à voir comment est-ce qu'on peut appliquer l'outil en fonction de son contexte. Ces participants bénéficieront de 3 jours d'échanges et de formation dans le respect des mesures barrières de lutte contre la COVID-19. À la fin de la session, un cahier de participants sous forme de catalogue guide sera mis à leur disposition. Vous venez de le constater, c'est plutôt une rencontre de l'Oxfam sur l'intégration du genre. À présent, allons avec cet élément, l'installation du bureau régional du syndicat de Haut Conseil des transporteurs dans les Cascades. Lassina Barrow est le tout nouveau président du Haut Conseil des transporteurs des Cascades. Avec un bureau de 15 membres, le président du Haut Conseil des transporteurs des Cascades a pour mission de défendre les intérêts des transporteurs de la région. Ceux qui étaient au devant pour réguler le secteur du transport en ont fait une affaire familiale. De nos jours, les problèmes des transports sont axés sur le transport des marchandises. Pour ma part, les transporteurs doivent travailler avec les prix réglementaires. Et aussi, en cas de mauvaise situation, qu'ils assument, qu'ils sachent revendiquer leurs droits et cessent la corruption. Le premier vice-président national du Haut Conseil des transporteurs salue la mise en place du bureau régional des Cascades. Pour Amadou Bawatara, la mise en place de ce bureau régional s'inscrit dans le cadre de la participation sociale et la relance économique du monde des transports dans la région des Cascades. Effectivement, il y a eu une crise en fait, qui a caractérisé effectivement, la dynamique en fait, interne au sein du secteur des transports, mais qu'il ne faut pas vraiment prendre en fait, négativement. Parce que cette crise aussi en fait, a permis de comprendre en fait, toute la vitalité effectivement, de ce secteur, notamment en fait, l'intérêt même que ça suscite. C'est pourquoi d'ailleurs effectivement quand même il faut saluer aussi en fait, le sens des responsabilités effectivement quand même en fait, des acteurs du transport en fait, que nous venons effectivement d'installer ici dans le cadre effectivement, du bureau régional du Haut Conseil des transporteurs. Le bureau régional du Haut Conseil des transporteurs des Cascades peut également compter sur le soutien de tous les acteurs du transport pour réussir sa mission, selon le premier vice-président national. Alors, ils ont reçu effectivement, le livre d'or effectivement du Haut Conseil, précisément en fait, le récépissé, les statuts et les règlements intérieurs.
Alors, c'est pour dire que c'est une invite en fait du Bureau national quand même à plus vraiment en fait de responsabilité. Vous savez, le secteur des transports en fait connaît aujourd'hui, traverse aujourd'hui une ère d'irresponsabilité, si bien qu'il faut vraiment en fait des hommes, des acteurs pour quand même en fait s'approprier l'activité et faire en sorte effectivement quand même que nous travaillons quand même à l'approvisionnement en fait efficace en fait de ces pays, tout en permettant aussi en fait aux transporteurs quand même en fait, j'allais dire, de toujours continuer à bénéficier effectivement de l'estime qui était la sienne en fait par le passé. Inscrit dans une vision de renouveau et de reconnaissance dans le monde des transports, le Haut Conseil des transporteurs dut offrir un cadre propice aux transporteurs pour vivre pleinement leur activité. Un reportage donc de Soto, Justin Dabiri. Ça sera tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. Merci particulier à vous qui nous faites confiance depuis Rounou dans le BAM. À demain pour d'autres actualités.